dit que leur démocratie est fatiguée. Mais en réalité, pourquoi elle est fatiguée? Parce qu'il n'y a que du mensonge. Le mensonge est au cœur de cette démocratie en réalité. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices de la radio Pakambi. Bienvenue en tout cas sur notre radio. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent depuis que nous avons commencé. Et bienvenue à ceux qui commencent à nous écouter. Nous vous souhaitons la bienvenue parce que nous sommes, comme on le dit, toujours là pour pouvoir analyser l'actualité en compagnie de trois de nos experts. Aujourd'hui, nous avons Madame Miaka Sabine. Madame Miaka Sabine, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Caius. Bonsoir à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Bonsoir, chers co-débatteurs, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur Koné. Oui, bonsoir, monsieur Dion, il est là. Bonsoir, madame Sabine. Voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Que je suis encore heureuse d'être en votre compagnie ce soir pour débattre des sujets un peu brûlants, des sujets d'actualité. Bonsoir à tout le monde. D'accord. Madame Miaka, c'est l'unique voix féminine, mais une voix féminine qui porte. Donc, vous avez le droit, vous avez le devoir de, non pas de défendre les femmes, mais de les représenter. Madame Miaka va s'attacher à cette tâche, j'espère. Madame Miaka, c'est une lourde responsabilité. Bien sûr, je mesure la responsabilité. J'espère être à la hauteur, j'espère éclairer nos auditeurs et nos auditrices. Donc, oui. D'accord. Donc, vous serez aussi notre expert Côte d'Ivoire, on va dire Afrique de l'Ouest, avec monsieur Balakone, docteur Balakone. Monsieur Koné, bonsoir. Je ne dirais pas bon retour, mais je vous dirais bon rétablissement parce que vous étiez un peu grippé, peut-être revenu. Monsieur Koné, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Caïs. Bonsoir, monsieur Ndio. Bonsoir, madame Sabine. Bonsoir, monsieur Gaïno. Et bonsoir à l'ensemble des auditeurs et auditrices de la radio Bakambi. Merci encore une fois de plus de m'inviter sur vos plateaux. C'est vrai, j'étais un peu malade, mais ça me fait plaisir de vous retrouver, de retrouver la famille Bakambi. Et c'est un plaisir pour moi d'être là ce soir avec vous. Merci. Merci beaucoup, monsieur Koné. Nous avons monsieur Ndian, président du PCT France, professeur, économiste, citoyen libre, comme on dirait, quelqu'un qui aime l'Afrique et aussi qui aime l'Europe et l'Occident. Monsieur Ndian, bonsoir. Bonsoir, monsieur Caius. C'est toujours un vrai plaisir de rejoindre votre plateau radiophonique qui est maintenant très, très, très écouté sur l'ensemble de l'Afrique. Bonjour, monsieur Gaïno. Bonjour, monsieur Koné. Bonjour à madame Sabine. Et bonjour à l'ensemble de nos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup, monsieur Ndian. Monsieur Gaïno, lui, est toujours là, fidèle à son poste. On va dire pigeon voyageur. Monsieur, ça va, monsieur? Vous avez atterri? Ou bien vous êtes toujours à l'extérieur, monsieur Gaïno? Bonsoir, monsieur Caius. Bonsoir, les auditeurs. Bonsoir, les amis débatteurs. Oui, j'ai atterri après un petit séjour à l'étranger qui m'a ressourcé. J'ai été sur les terres africaines. Donc, quand on revient de l'Afrique, on est bien ressourcé parce qu'on retrouve ses racines. On se sent bien. D'accord. Voilà, donc je me sens bien et prêt à démarrer cette émission avec nos auditeurs qui s'impatientent d'écouter ce que nous avons à leur dire ce soir. Je vous remercie beaucoup. Donc, vous êtes là tous les quatre pour commenter l'actualité. Actualité qui est très, très riche. Nous allons commencer par le Mali et la Côte d'Ivoire. Une tension qui monte. Certains pensent qu'on est en train de se mettre en position de combat, ce que personne ne souhaite. Mais en tout cas, la tension, le ton monte. Et il y a eu cette semaine une intervention très notée du secrétaire général des Nations Unies qui, lui, M. Guterres, aurait reconnu à demi-mot que les militaires ivoiriens qui sont au Mali ne sont pas des mercenaires, ce sont des militaires. Alors j'ai cherché à comprendre ce qu'il voulait dire. Ce qui ressort de notre confrère journal Monde Afrique, c'est que le secrétaire général Guterres ne reconnaît pas qu'ils sont des mercenaires, mais il dit tout simplement que ce ne sont pas des mercenaires parce que simplement ce sont des militaires. Et comme on ne lui a pas posé la question de s'expliquer, on va essayer de débattre. Pour vous, monsieur Koné, monsieur Ndion, monsieur Gaïno et madame Miaka, mercenaires ou pas mercenaires, les prisonniers qui sont aujourd'hui retenus, les 46 militaires maliens? Monsieur Koné,
vous qui êtes malien et expert aussi de l'Afrique de l'Ouest avec Mme Miaka. Prisonnier ou pas prisonnier, et mercenaire ou pas mercenaire? Oui, merci M. Caïs pour cette question. C'est vrai que cette question de militaire ou pas militaire, ça posait énormément de soucis et puis énormément de débats. Donc je pense que le plus important, surtout, il faut revoir le film de cet événement qui s'est déroulé à partir du 10 juillet et que les autorités maliennes ont procédé à l'interpellation de ces militaires ivoiriens au départ qui étaient dits militaires ivoiriens, mais d'après ce que les autorités maliennes nous ont indiqué, d'après leur vérification, il paraît qu'ils ont contacté les autorités ivoiriennes, le chef d'état-major en particulier du président de la République, le ministre de la Défense ivoirienne aussi, et puis les Nations Unies aussi par le biais de l'aménagement ont été contactés. Au départ, tout le monde disait que c'était pas les militaires ivoiriens, donc cette mercenaire est venue à partir de là. Donc, les autorités maliennes ont communiqué en disant que c'est des mercenaires. Donc, après, l'histoire a un peu évolué parce qu'au départ, chacun a dit ce qu'il voulait, mais à la fin, on s'est rendu compte que ce qui avait été dit par les autorités, par les Nations Unies, par le biais de l'aménagement, c'est jusqu'à ce que le président ivoirien est sorti en Afrique du Sud pour demander un éclaircissement des Nations Unies sur cette situation. Je pense que cette situation est très grave. Elle est vraiment très grave. Donc, le plus important, c'est d'éclaircir parce que pour le Mali, c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal de qualifier ces 49 militaires de mercenaires. Parce qu'au départ, il n'y avait pas de commun d'accord. C'est ce qui a été ressorti dans les différentes communautés qu'on a ressenties. Et puis après, quand vous me parlez de l'intervention du secrétaire général des Nations Unies, je pense qu'il essaie de trouver une solution. Mais la meilleure des cas, c'est de dire la vérité sur cette situation. Parce que le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est des pays frères. Donc, on ne cherche pas à envenimer cette situation. Le plus important, c'est clarifier cette situation. Ce qu'a dit le secrétaire général des Nations Unies, pour moi, il a juste parlé pour ne rien dire en réalité. Parce qu'il n'a pas du tout clarifié ce qui a été dit. Il dit que les autorités maliennes savaient que c'était des militaires ivoiriens, mais après, il a dit qu'il a parlé aux autorités maliennes. À quelle autorité malienne? Les journalistes lui ont posé la question s'il a parlé à M. Goïta ou il dit qu'il a parlé aux autorités maliennes, qu'il faut trouver une solution. C'est vrai qu'il faut trouver une solution, mais la meilleure des solutions, c'est de dire la vérité et de clarifier cette situation. Ça envenime la situation. Donc, c'est pas la peine de continuer sur cette voie et c'est nier de clarifier cette position. Moi, je pense. Merci beaucoup. D'accord. Madame Miaka, pour vous, les militaires, on peut aujourd'hui dire que c'est des mercenaires ou c'est plutôt des prisonniers qui sont aujourd'hui qui sont balancés à gauche et à droite, alors que le but aujourd'hui, c'est de pouvoir les libérer. Mercenaires ou pas mercenaires? Merci, M. Caius. C'est-à-dire que cette situation est devenue un problème pendant entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que tout est parti de l'ambiguïté, tout est parti de l'ambiguïté de leur arrestation. Quand ils ont été interceptés, déjà, ils n'ont pas eu, il y avait rien sur eux, ils n'avaient pas d'ordre de mission. Et les premières informations que le Mali ou que la Côte d'Ivoire a communiqué, que le Mali a reçues, c'est qu'il n'y avait rien qui expliquait leur présence là-bas. En tout cas, pas en tant que soldat, pas en tant que militaire. Donc, pour moi, tout est parti de ce flou-là, du fait que, clairement, leur présence n'avait pas de motif au Mali. Avec ce qui se passe au Mali aujourd'hui sur le plan politique, c'est pas possible de voir des militaires débarquer chez eux sans qu'ils soient en mission. Donc, dès le départ, que ça soit l'ONU ou la Côte d'Ivoire, personne n'a justifié leur présence au Mali. Oui. Après, il y a eu des informations. Ben oui, il y a eu très peu d'informations sur leur présence, le motif de leur présence au Mali. Donc, tout est parti de là. Les soupçons, tout est parti de là. Donc, aujourd'hui, pour moi, si on prend le fait que au tout début, il n'y a pas eu d'ordre de mission, il n'y a pas eu d'informations, mais vraiment officielles de leur mission, de leur placement au Mali. Si on prend ce fait-là, effectivement, on pourrait considérer que c'est des mercenaires. Oui. Si on dit que c'est des mercenaires, si le secrétaire général de l'ONU dit que c'est des mercenaires, on sait que ça va envenimer et ça donnera plus raison aux Maliens. S'il reste sur le statut de militaire, ils pensent que ça peut aussi assoupir certaines choses parce que je ne sais pas si vous avez lu, mais moi j'ai lu, il y a de la part des Maliens une espèce de ce que définissent les gens de chantage ou alors d'échange de bons procédés qui veut que les Maliens désormais réclament pour libérer les 46 prisonniers que soit extradé vers eux le fils de M. Keïta,
l'ancien Premier ministre et l'ancien ministre de la Défense qui apparemment ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire ou bien sont sous protection de Ouattara. Ça serait ça un peu l'échange. Et alors là, on est en train de jouer sur ça aujourd'hui. Oui, en même temps, oui, que le président de la Côte d'Ivoire qualifie ça de chantage. Je veux bien être d'accord avec lui, mais sauf que il qualifie de chantage une attitude, du moins une démarche qu'il a eue. Je me rappelle quand il y a eu les problèmes en Côte d'Ivoire, il y a eu pas mal de politiciens du côté du président Laurent Gbagbo qui ont été en fuite et ont trouvé refuge dans de nombreux pays voisins. Monsieur Ouattara, le président Alassane Ouattara a demandé l'extradition. Il a été les chercher. Il a même demandé à certains pays de les extrader vers la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est pas forcément en termes de chantage que le Mali avait proposé ça. C'est peut-être en termes d'échange de bons procédés, comme vous l'avez dit. Voilà. D'accord. Mais Monsieur Gaïno, la politique, c'est assez... Monsieur Caïs, je me permets désolé d'intervenir un peu. Ce qu'a dit Mme Sabine, je suis entièrement d'accord avec elle. Parce que ce que M. Goïta a demandé, en réalité, il n'a même pas demandé l'extradition de ces personnes qui ont un mandat d'arrêt international. Donc, il a juste demandé de voir une situation durable, que c'est pas acceptable que les autorités maliennes puissent libérer ces 46 prisonniers en même temps que des gens qui continuent à déstabiliser le Mali à partir de la ça. Il peut pas exiger ça. En réalité, il l'a pas fait. Il a demandé de voir de façon on vous perd, j'espère que vous vous déplacez pas parce que on vous a perdu quelques minutes, quelques instants. Ah ben c'est les réseaux peut-être. Oui, donc vous disiez que le Mali n'accepte pas que la Côte d'Ivoire ou que M. Ouattara héberge chez lui, entre guillemets. Hein. Mais exact, pas hébergés parce que ceux qui sont là-bas, c'est des réfugiés politiques en réalité. M. Goïta ne peut pas exiger que M. Ouattara lui rende ça en guise de la libération de 46 soldats. Non, il a demandé que l'État ivoirien, par le biais de son président de la République, qui est M. Alassane Ouattara, parce que c'est pas l'État de la Côte d'Ivoire qui est mis en accusation dans cette histoire. C'est M. Ouattara, peut-être, j'en sais rien. C'est ce qui est mis en accusation en réalité. C'est M. Ouattara. On ne peut pas le dissocier de sa fonction. Hein. Il agit en tant que président de la Côte d'Ivoire. Hein. On ne peut pas dissocier sa fonction. Il agit en tant que président de la Côte d'Ivoire, mais je pense que la majorité des Ivoiriens sont contre ce qui se passe aujourd'hui. Parce que c'est inadmissible, inimaginable qu'en 2022, un pays qui est en conflit depuis pratiquement 10 ans, qui essaie de trouver une solution et qu'on arrête des militaires qui sont soi-disant des alliés, mais en réalité, c'est pas des alliés. Comment on peut se retrouver dans cette situation? Comment c'est possible? Donc, je pense que ces 49 militaires, au départ, n'étaient pas inscrits dans le registre. Normalement, quand il y a des rotations, s'ils étaient inscrits, c'est pas possible. Parce que quand qui a été consulté? Au départ, ça, c'est une affaire qui s'est réglée. On va écouter un peu les autres, monsieur Koné, je reviens vers vous après. Monsieur Gaïno. Merci beaucoup. Monsieur Gaïno, je disais que la politique, c'est un peu très compliqué. Hein. Vous pouvez un peu éclaircir. En termes de politique, vous avez d'un côté 46 prisonniers qui se retrouvent désormais en train je ne dis pas leur vie, mais leur sort se joue maintenant sur des mots. Mercenaires, pas mercenaires. Si c'est mercenaires, ça veut dire qu'ils sont rentrés pour faire un coup ou pour déstabiliser. Si on dit prisonniers militaires, ça veut dire qu'ils étaient là parce qu'ils avaient une mission. Mais en même temps, on apprend qu'il y a une demande malienne qui ne serait pas un chantage, mais une espèce d'échange de bons procédés. Vous ne pouvez pas garder chez vous des gens qui déstabilisent le pays voisin et puis utiliser vos militaires. Comment on s'en sort de cette crise malienne aujourd'hui, ivoirienne? D'abord, il faut voir deux aspects dans ce problème. Le premier aspect, c'est que lorsque on a compris une mission, on a un ordre de mission. Donc, l'État qui devait recevoir ces militaires ne pouvait pas être surpris de leur présence à l'aéroport. Déjà, c'est là où il y a eu une ambiguïté. Et deuxièmement, l'ONU aussitôt n'a pas reconnu justement, le secrétaire général de l'ONU n'a pas éclairci la situation. Au contraire, ils l'ont rendu ambigu, en changeant de mots, en changeant de phrases, que voilà, ce sont les ministères de la force de... Comment tu appelles ça? Voilà, et puis après, on change de version. Vous voyez, donc c'est là où les choses se sont compliquées. Et à partir de ce moment-là, il ne faut pas oublier que le Mali traverse une période de troubles avec les djihad et tout ça là, et que une présence étrangère non avertie, si on vous surprend, bien sûr, vous êtes considérés comme des mercenaires.
Bon, maintenant, le second aspect de ce problème, c'est qu'il faut voir du côté ivoirien qui n'a pas été très clair parce que Alassane Ouattara aurait pu parler à son homologue en lui présentant les preuves qu'on venait pour cette mission. Or là, ce n'est que des paroles qu'on entend de part et d'autre, mais il n'y a aucune preuve qui permet de dire que ces militaires-là étaient bel et bien en mission. Donc, comment alors résoudre ce problème? Eh bien, je pense que puisqu'il y a le sommet du mois qui va se tenir là, j'espère que ça vous aide aux autres de voir la situation parce que ce sont deux États voisins et ils ont besoin de la paix, surtout en ce moment-ci où le Mali est perturbé par des troubles, parce que ces troubles-là aillent jusqu'en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est aussi Alassane Ouattara, au lieu de faire une preuve de force, de comprendre et de négocier, surtout encore, comme venait de dire M. Koné, que on trouve des rebelles ou des gens qui sont contre le pouvoir en place en Côte d'Ivoire. Et donc tout ça, ça complique énormément la situation. Et je crois que c'est aux autorités ivoiriennes d'abord de comprendre cela et de le négocier. Et au lieu de jeter l'huile sur le feu en disant voilà, ils ne sont pas des mercenaires, voilà, ils ont demandé qu'on libère, donc ce sont des otages. Vous voyez, et là, ils compliquent la situation à mon avis. Ils compliquent la situation. Et j'espère que franchement, ils arriveront à s'entendre pour éteindre ce feu qui risque de s'allumer entre deux pays voisins. Monsieur Cayus, excusez-moi, je voudrais intervenir dans la même continuité que Monsieur Gaïno. Je me dis, attendez, ces 46 militaires, ces 49 d'ailleurs qui ont été arrêtés au départ, le Mali traverse une crise assez importante, comme tout le monde le dit. Et quand on traverse une crise de ce genre, on est prudent. Et on est prudent, on veille. Je me rappelle, Madame Ballet, par rapport à la crise qui se passe au Mali et justement aussi en Côte d'Ivoire, Madame Ballet, quand elle a fait un tour au Mali, à son retour, elle a été arrêtée. C'est par suspicion, c'est par prudence que c'est pas le moment qu'elle fasse un tour au Mali sous des prétextes qui sont peut-être normaux, hein, mais c'est par prudence, c'est par suspicion que aujourd'hui l'État de Côte d'Ivoire l'a arrêté. C'est pour dire que le Mali traverse une crise très difficile, très grave. Si les militaires sont et étaient réellement en mission, moi je pense que dès le départ, les choses auraient dû être clarifiées, les preuves auraient dû être apportées. Le président Alassane Ouattara aurait dû approcher le président Assimi Goïta pour clarifier les choses avec l'ONU qui dit aujourd'hui que c'est pas des mercenaires et tout serait fini. Mais sauf que dès le départ, il y a eu ce flou-là. Dès le départ, il n'y avait rien de concret. Il n'y avait pas de vérité, il n'y avait pas d'informations concrètes. Et donc, le Mali a pris fait et cause que, en tant que militaire, si vous êtes sur le sol, alors que nous traversons une crise que tout le monde connaît, vous êtes venu en tant que mercenaire. Et donc, il faut aussi comprendre le Mali d'un côté. C'est au président Alassane Ouattara de prendre toutes les mesures. Aujourd'hui, ces 46 sont traduits en justice. D'accord. Si le président Ouattara estime que c'est pas des mercenaires, ils étaient pas là-bas pour en mission secrète et contre le Mali, ben, ils ont qu'à laisser la justice malienne faire. Ils ont qu'à arriver en tant que défenseurs de ces 46 militaires, apporter les preuves qu'il faut, et après c'est tout. C'est tellement si simple. Oui. Bien, écoutez, merci de votre précision. On va écouter M. Ndian, qui n'a pas encore intervenu. M. Ndian, quand vous écoutez M. Koné, Mme Miaka tout à l'heure, et puis M. Gaïno, et puis quand on analyse la situation, c'est un torchon brûlant, hein, ce conflit Mali-Côte d'Ivoire. Bien sûr. Il faut faire très attention parce que ça risque, si on ne trouve pas rapidement une solution pérenne, eh bien, ça risque d'embraser la zone. Attention. Ça, c'est le 1. Maintenant, de 2, je rejoins tous mes co-débatteurs hein, dans leur argumentaire assez pertinent pour dire que il y a du mensonge de façon... Il y a un mensonge du début jusqu'à la fin de cette histoire, de la présence de ces 49, on ne sait pas, militaires ou mercenaires. Pourquoi? Parce que si effectivement c'est des mercenaires, si effectivement c'est des militaires, d'une part, qui appartiennent à la force des Nations Unies,
il était relativement facile pour les Nations Unies, pour la MINUSMA, de pouvoir démontrer par l'ordre de mission que c'est nous qui les avons envoyés, ils nous appartiennent, ils font partie des forces des Nations Unies dans le secteur. Ils ne l'ont pas fait. Donc c'est flou. Si ces militaires-là appartenaient à l'armée ivoirienne, officiellement, ça aurait été très facile pour Alassane Ouattara de le démontrer aussi, ce qu'il n'a pas fait. Par ailleurs, il faut remarquer une chose. Est-ce que l'armée ivoirienne a constaté l'absence des militaires en son sein? Est-ce que le ministre de la Défense ivoirienne a fait comprendre à l'opinion nationale et internationale qu'effectivement, dans le personnel militaire ivoirien, il manque 49 personnes? Non. Et jusqu'à maintenant, tous les regards sont axés vers Alassane Ouattara. Ce qui veut dire qu'il y a de fortes suspicions que ce ne sont pas des militaires, mais que ce soit des mercenaires. N'oubliez pas ce qu'a dit Laurent Gbagbo la semaine dernière. Tout est possible que ce ne soit pas des militaires ivoiriens, puisqu'ils n'ont pas été réclamés par aucun corps de l'armée, ni les bérets verts, ni les bérets rouges, ni les parachutistes, ni les marins. Personne ne les a, a constaté leur absence. Donc, c'est forcément des mercenaires. Ensuite, c'est là que je vais chuter. Excusez-moi, monsieur Ndion. Vous voulez dire par là qu'aujourd'hui, ils n'apparaissent pas, leurs noms n'apparaissent pas dans les effectifs de l'armée ivoirienne. On ne connaît pas de qui il s'agit, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Leurs noms n'apparaissent nulle part, dans aucun corps de l'armée. Ni dans les bérets bleus, ni dans les bérets verts, ni nulle part. Mais les dames qui ont été libérées, les 3 prisonniers qui ont été libérés sont ivoiriennes. Oui, ce sont tous des Ivoiriens, tous. Ça n'a pas de souci. Les 3 dames, c'est des Ivoiriennes. Même les mercenaires, là, ils peuvent aussi être Ivoiriens. Ça, on n'a aucune précision de leur nationalité là-dessus. Mais ils peuvent aussi être des Ivoiriens, pourquoi pas? La position des Nations Unies est une position floue. Guterres, quand il parle là, c'est flou. Pourquoi? Et il se dit ceci. Si j'utilise le terme militaire, il y a des conséquences, hein. Ça, c'est un acte de guerre. Comment un pays qui est dans la situation où se trouve le Mali va se retrouver à sa frontière avec 49 militaires? C'est quoi ça? C'est la provocation, ça. OK? Si j'utilise le terme mercenaire, mais c'est compliqué aussi avec la justice. Parce que les mercenaires sont toujours envoyés par quelqu'un. En Côte d'Ivoire, le chef, c'est qui? Je vais mettre Alassane Ouattara dans une situation délicate. Voilà. Si bien que, moi, je me dis, alors, n'oublions pas aussi, monsieur Caius, oui, que le Mali, il a cela 2-3 semaines, avait fait une demande officielle auprès des Nations Unies pour que, là, au moment où nous parlons, le problème soit traité. Nous allons voir s'il y a des coques en jambes qui seront mis au Mali où le problème effectivement sera traité. Parce que une demande officielle a été faite par le Mali pour que le problème soit traité à la tribune des Nations Unies. On va voir. J'ai entendu son Excellence Emmanuel Macron, tout son discours là. Je n'ai pas vu là où il a abordé ce problème. Est-ce qu'on va attendre le tour du Mali? Je ne sais pas. Mais on va voir qu'est-ce que ça va donner là. Quelle sera la position officielle? Est-ce qu'ils vont condamner la présence de ces soi-disant militaires ou mercenaires sur le territoire malien, ou bien ils vont faire encore de la politique? Non, monsieur, je fais intervenir? Allez-y, monsieur Ndion, vous avez fini? Oui, bien sûr. Ouais, monsieur Dion, c'est exactement vrai ce que vous dites, mais c'est déjà ce qui va se passer aux Nations Unies. Donc, je pense que le Mali a envoyé une délégation. Le ministre Maïga, Premier ministre Maïga, qui va être là, qui va faire un discours. Je pense que le problème, le Mali-Côte d'Ivoire, là, le Mali n'a pas besoin d'expliquer ça sur les Nations Unies. Donc, le problème, c'est la France en réalité. Donc, il faudra clarifier cette position. C'est surtout ça. Le Mali avait saisi les conseils de sécurité des Nations Unies avec des éléments de preuve pour pouvoir incriminer les autorités françaises. Donc, je pense que le passage du Mali aux Nations Unies, ça sera plus axé sur ça que plus sur la crise Côte d'Ivoire-Mali. Il n'y a pas de crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est exactement, il n'y a pas de crise. C'est M. Ouattara par un jeu, je ne sais pas, il est rentré dans quel jeu. Je pense que le Mali a ses éléments de preuve, donc je crois qu'ils vont les présenter aux faces du monde si jamais il n'y a pas de réunion du Conseil de sécurité. Ça, c'est clair et net. Parce qu'ils ont des éléments de preuve. Ça, c'est évident. Merci. Merci beaucoup. Monsieur, si vous n'avez pas d'autres précisions, moi, ou quelque chose à ajouter, moi, je vais passer à l'autre question qui est celle du Gabon. Hein. Vous avez tous vu, le Gabon, pour l'instant, c'est l'un des seuls pays africains qui a annoncé qu'il donnerait une prime de près de 62 000 francs CFA à chaque famille par enfant pour la rentrée scolaire. Le Gabon est un pays pétrolier. D'autres pays sont aussi pétroliers comme le Gabon. La question que se posent les gens qui ont vu ça, le Gabon est-il une exception africaine ou tout simplement Ali Bongo est un bon président? Faut pas tirer des conclusions hâtives. Voilà, on ne peut pas partir d'un cas particulier pour généraliser.
Hein, il a un mandat, 2 mandats qu'il a fait, sinon plus. On n'a pas entendu parler de ça. Hein. Mais là, on a vu ce qu'il a fait, enfin, ce qu'il va faire. Ce n'est pas à partir de la préparation d'une rentrée scolaire, une seule année sur 2, 3 mandats, qu'on va tout de suite conclure que voilà, c'est un bon président. Ça, c'est de 1. Maintenant, de 2, nous ne savons pas ce qui se passe dans les autres pays aussi. S'il y a des formes d'aide financières qui sont données aux familles en difficulté. On va prendre le Congo, par exemple. Nous sommes du Congo tous. Personne n'a entendu parler du Congo, par exemple. Le Congo, Madame Miaka, Côte d'Ivoire, Monsieur Koné, Mali, on est nombreux, là, on est africains. Quelqu'un peut nous dire ce qui se passe, comment ça se passe chez eux? Monsieur Ndiou, allez-y, au Congo, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de crime. Monsieur Ndiou, écoute, le Congo, effectivement, comme vous dites, de mémoire comme ça, là, je n'ai pas ouï dire qu'il y aurait, de la part du ministre de l'Éducation nationale ou du chef du gouvernement, une aide financière qui sera donnée aux familles pour préparer la rentrée scolaire. Je n'ai pas souvenir, mais je sais que il y a eu d'autres temps où, effectivement, le Congo a fait des gestes vis-à-vis des familles congolaises. Il y a 30 ans? Il y a 30 ans de cela? 30 ans peut-être pas, mais nous avons eu des situations scolaires difficiles les 2 dernières années lors du coronavirus. On a vu ce que le gouvernement a mis en place pour pouvoir aider les familles modestes. D'accord. Question, monsieur Ndian, avant que vous ne partiez, une question, avant que vous ne... que je passe aux autres. Pourquoi le Gabon peut le faire et puis d'autres pays pétroliers ne peuvent pas le faire, comme le Congo? Je suis désolé de vous poser la question. Mais effectivement, c'est un problème de politique économique. J'aurais aimé, si les autorités congolaises nous écoutent, qu'ils puissent saisir la balle au bon. Parce qu'effectivement, vous dites, le Gabon, si le Gabon peut le faire, je pense que le Congo peut aussi le faire. Donc, en tant que force de proposition, j'aurais souhaité qu'effectivement, à l'occasion de cette rentrée, compte tenu de l'inflation mondiale, hein, finalement c'est mondial, ce phénomène inflationniste qui existe, eh bien, ça serait un coup de pouce bien heureux de la part du gouvernement congolais vis-à-vis des familles congolaises pour pouvoir les aider financièrement à préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Okay, c'est un souhait. Madame Yaka, vous avez sursauté quand j'ai dit est-ce que le président gabonais était un bon président? Vous avez sursauté. Pourquoi? Déjà, je suis d'accord avec mon co-débatteur qui dit de ne pas aller très vite en besogne par rapport à ce qualificatif, parce que le président gabonais aujourd'hui, effectivement, il a fait cette aide. Je ne sais pas si c'est une aide ponctuelle qu'il fait ou si c'est un dispositif qu'il va mettre en place désormais à chaque rentrée pour les parents qui sont dans le besoin. C'est une chose. Donc, j'ai salué quand même tout de même cette démarche-là, parce que bon, elle est louable, hein, mais d'autre part, pour moi, c'est le Gabon. Il faut pas comparer les choses. Le Gabon est un pays aujourd'hui qui fait même pas 2,5 millions d'habitants déjà. C'est un petit pays avec d'énormes richesses naturelles. Hein. C'est un pays pétrolier qui aurait dû d'ailleurs mettre ça en place depuis bien des années. Hein. Voilà. Donc moi, je ne suis pas, je qualifierais pas cet acte-là de président, de bon président, de président gentil. Je souhaite que cette aide qu'il met en place ne soit pas une aide ponctuelle. Hein. Et puis je me dis, le Gabon pourrait avoir quand même les moyens de mettre ce dispositif en place pour la population. J'ai regardé, je pense qu'en 2022, ils sont même pas encore 2,5 millions. Donc, excusez-moi, 2,5 millions, déjà, c'est une honte pour le Gabon qu'un Gabonais vienne immigrer dans un autre pays pour raisons économiques, quand même. Vous avez du pétrole chez vous, vous faites même pas 3 millions d'habitants. Franchement, c'est pas trop tôt, je trouve. C'est pas trop tôt. Je suis désolée, c'est pas trop tôt. Question. Oui, question. Vous avez une idée un peu comment ça se passe ailleurs, en Côte d'Ivoire, au Mali, ou on va se connaître tout à l'heure. Vous avez une idée? Parce que le Mali, la Côte d'Ivoire, il y a cette aide ou pas du tout aussi? C'est moi, monsieur Madame Yaka. Je peux répondre? Madame Yaka. Non, madame Yaka ou celui qui connaît. Hein. Oui, je n'ai pas entendu, je n'ai pas eu connaissance de cette aide-là mise en place pour les familles dans le besoin pour une prime de rentrée pour les parents. Je n'ai pas eu connaissance. Je n'ai jamais eu connaissance de ça. Je sais que bon, comme dans tous les pays, les enfants sont payés normalement sous le salaire tous les mois au privé comme au public, hein.
Mais une prime de rentrée, non, j'ai pas connaissance de ça. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Koné, vous voulez intervenir sur ce point? Oui, Pourquoi le Gabon se le permet et pas d'autres pays africains? ben déjà, c'est une bonne chose que le Gabon puisse faire ça à une rentrée scolaire. C'est une très bonne chose. Je pense que c'est l'acte qui est le plus important. C'est pas le président en tant que tel. C'est vrai qu'il n'a pas fait pas mal, il n'a pas, on peut pas le citer en tant que bon président, tout ça. Mais en réalité, cette aide, c'est exceptionnel. C'est vraiment génial de faire ça. Et si tout le pays pouvait faire ça, c'est bien. Mais nous avons aussi d'autres aides, peut-être, qui sont peut-être quand on n'est pas des rentrées comme on les fait ici, mais c'est différent. Par exemple, au Mali, il y a des bourses qui sont là aussi, pas dans les universités, mais dans les lycées, tout ça. À la rentrée, chaque année, l'État distribue les cahiers et puis des stylos, tout ce qui est fourniture scolaire, c'est l'État qui le distribue dans tous les lycées. Et puis, c'est vrai qu'il n'y a pas d'aide dans la petite enfance et puis dans les collèges, tout ça. Donc, c'est important d'encourager des initiatives comme ça. Je pense que dans tous les pays, il y a des aides peut-être qui sont accordées au Mali chaque année, parce que surtout avec les déplacés qui sont là. Donc, l'État accorde exceptionnellement des aides, mais c'est minimum par rapport à l'ensemble de la population. Donc, je pense que c'est génial d'encourager des actions comme ça. Si le Gabon l'a fait, peut-être nous aussi on peut l'essayer. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est pas une question de démocratie ou de quoi que ce soit, mais c'est une question de bonne volonté. Il a réussi à faire ça, donc c'est une bonne action. Donc il faut l'encourager. Je pense qu'au Mali, il n'y a pas ça, mais à part les déplacés, il n'y a pas d'aide. Non, il n'y a pas d'aide, honnêtement. Je ne suis pas au courant. D'accord. Monsieur Gaïno, voilà. Le Gabon fait exception aujourd'hui avec ce coup de pouce aux parents? Bon, exception, je ne sais pas, parce que je n'ai pas entendu parler d'autres pays qui ont fait le même geste. Mais il faut te dire que c'est très important et il faut un début en tout. Moi, je pense que ce qu'il fait, ça rejoint, si vous voulez, ce qui se passait il y a quelques années. Moi, j'ai fait l'école primaire. Je n'avais jamais été acheté, ni mes parents n'allaient jamais acheter un cahier ou un stylo ou un livre qui était donné à l'école. Donc, pourquoi ne pas revoir ce système qui a fonctionné à l'époque où on n'exploitait même pas le pétrole, on n'avait rien. On donnait des outils aux enfants, des outils scolaires, j'entends, aux enfants pour suivre leur scolarité. Et maintenant, on ne le donne plus. Pour quelles raisons? Alors qu'aujourd'hui, il y a plus d'argent qu'à cette époque-là. Et je crois que le pas emboîté par le Gabon pourra peut-être faire, comment dirais-je, comme un modèle que les autres pourront peut-être suivre ou comprendre, parce que surtout les livres, les cahiers, les stylos, tout ça ne sont pas fabriqués sur notre propre sol. On les importe, ça devient de plus en plus cher. Et vous aviez des familles dans lesquelles il n'y a personne qui travaille. Comment ces enfants-là peuvent posséder du matériel scolaire? Et ce que je crains, si vous voulez, l'inquiétude, c'est la manière comment c'est reparti ce don fait par le président Bongo à toute la population dans un pays où souvent on ne fait pas le recensement, on ne connaît pas le nombre d'enfants qu'a une famille. Bon. Mais si c'est bien fait, moi je pense que c'est une initiative encouragée. Pour moi, je me dis, je dirais pas c'est bon ou bon président, non, je dis c'est une bonne initiative et je crois qu'il faut qu'il persévère, qu'il renouvelle l'idée et je souhaite aussi que d'autres pays emboîtent le pas parce que il faut aider ces familles-là, il faut donner la chance à tous les enfants du pays parce que lorsqu'on donne la chance, parce que ceux qui ont des parents qui travaillent ou qui sont politiques, ben, ils ont des moyens, mais les enfants des paysans, il faut leur donner aussi cette chance. Voilà, moi, c'est ce que je souhaite, quoi. Mais c'est une bonne initiative, moi, je l'encourage et je lui dis merci, mais il faut qu'il persévère. Alors, on va rester sur le Gabon, hein. Vous avez tous, j'espère, vous avez tous suivi le Gabon, qui est aussi un autre exemple, hein. Le Gabon a arrêté aux frontières l'ancien président de l'Assemblée, qui s'est retrouvé, lui, avec plus de 5 valises dans lesquelles les douaniers ont retrouvé 1,180 milliard. Les douaniers ont saisi, ils lui ont demandé d'ouvrir les valises, parce qu'ils se doutaient quelque chose qui n'allait pas. Pardon Ouais, 1,190 milliard. Oui, d'accord. Alors, ça a été saisi, on lui a demandé, et lui, il disait que c'était les vêtements de sa femme. Après contrôle, on a retrouvé cette somme d'argent qui, elle, on lui a posé la question de l'origine de ces fonds. Au début, il a dit que c'était de son épouse, et puis on découvre
sur Internet, mais ce n'est pas confirmé. En tout cas, la procureure a dit qu'une enquête serait en cours pour essayer de découvrir au moins l'origine et l'utilité de cette somme. La question que je vous pose, c'est en Afrique, les banques ne servent plus à rien ou bien les gens ont peur des banques? Monsieur Caius, vous êtes très intéressant. J'aime bien votre naïveté volontaire. Alors, vous répondez le premier, monsieur Ndion. En Afrique, les gens ont peur des banques parce qu'au Congo aussi, on a appris qu'avec tous ces cambriolages, il y avait plein d'argent dans les maisons. Les gens ont peur des banques, ou le cash. Écoute, revenons à la question centrale. Oui. La procureure de la République a parlé. Une enquête sera mise en place pour pouvoir éclaircir tout ceci. C'est un comportement inadmissible, bien sûr. Tu sais, dans la classification des crimes, il y a aussi des crimes dits économiques. Il y a aussi des crimes dits financiers. C'est un crime. Si c'est pas un crime, c'est un délit. Parce que c'est pas normal qu'un individu, un citoyen, même si c'est son argent, les banques existent, comme tu le dis. Les virements peuvent être faits pour que l'argent reste dans le circuit économique, pour que l'argent reste dans le circuit monétaire, pour qu'il puisse avoir circulation financière. Mais lorsque vous faites transporter l'argent en main comme ça, c'est comme quelqu'un qui gardait de l'argent à la maison, de la thésaurisation. Ça, c'est pénible, hein. Bon, bref. Et c'est pas n'importe qui. Attention. C'est un ancien président de l'Assemblée nationale quand même. On va pas rentrer dans le détail parce qu'on connaît pas les tenants et aboutissants. Il est allé prendre cet argent-là où? Dans quelle ville congolaise? Comment on lui a donné et comment, voilà. Donc, c'est compliqué. Mais je pense que c'est l'enquête qui nous en dira un peu plus, mais c'est une attitude, c'est un comportement à condamner avec la plus ferme vérité, en tout cas. Alors, monsieur Koné, vous aussi, vous avez réagi. Est-ce que le système monétaire congolais africain, gabonais ou africain, il pose les gens n'ont pas confiance à ce point pour pouvoir toujours transporter du cash, parce que le cash ne laisse pas de trace? Merci, M. Kaï. C'est quand même, comme le disait M. Dio, c'est quand même incroyable quand même qu'on puisse s'y retrouver. En plus, c'est quand même pas n'importe qui, c'est une personnalité politique de premier plan. Un ancien président de l'Assemblée nationale, on le retrouve avec autant de liquidités, autant d'espèces, mais le système bancaire, ça marche à merveille. Tu verras jamais un businessman ou un opérateur économique se promener avec autant de liquidités. Vraiment? C'est dangereux. C'est dangereux pour ta propre sécurité. Donc, je pense que cet argent, les autorités, on leur fait confiance. Je pense qu'ils trouveront d'où proviennent ces sous, en réalité. C'est des sous de la corruption, en réalité. On peut pas donner d'autres explications. Comment on peut se promener avec plus d'1 milliard de francs CFA, on se promène de façon tout seul. Et puis, mais c'est incroyable, quoi. Donc, moi, je pense que ça, c'est aussi un autre aspect de la corruption. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres personnes qui sont dans cette situation. Des milliards détournent de toutes les façons. Comme il a dit, c'est une perte énorme pour le circuit économique. Donc, le fléau, c'est la corruption. Il faut qu'on lutte efficacement contre la corruption. Parce que c'est seule la corruption qui permet ce genre de truc-là. Parce qu'en réalité, on peut pas se promener avec autant de liquidités d'un pays à un autre. D'où vient cet argent? C'est ça la question en réalité. D'où vient cet argent? Il vit au Gabon, il va au Congo, il va aller chercher cet argent. D'où vient cet argent? Il faudra vraiment le savoir. Et puis, je trouve que c'est scandaleux qu'un ancien personnalité de premier plan se retrouve mêlé dans cette histoire. C'est vraiment dommage pour le pays en réalité. Mais c'est pas que le Gabon. Ça, c'est pratiquement dans tous nos pays. C'est juste lui il a été mis aujourd'hui en lumière, mais c'est pas que lui. Ça se passe dans tous les pays africains, même dans les pays occidentaux. Il y a ces mécanismes de corruption qui continuent toujours. Donc, c'est un fléau énorme. C'est criminel, ce fléau. Donc, il faudra l'arrêter. Il faudra le faire avec nos moyens, mais c'est quand même, c'est une chance d'avoir ces images et c'est un scoop, quoi, en réalité, je pense. Merci beaucoup, M. Kaï. Merci. M. Gaïno, les Congolais se posent la question, est-ce que cet argent vient du président du PCT? Est-ce que ça vient du président de la République, de M. Ndion? Est-ce que c'est M. Ndion qui nous a pas dit qu'on lui a envoyé l'argent et que ça passait par quelqu'un? Alors la question, M. Gaïno, c'est d'où vient cet argent et pourquoi il ne veut pas dire d'où ça vient, puisqu'apparemment il a quand même aussi peut-être bien travaillé et qu'il n'est pas dû récupérer le fruit de son travail. Pas de cette façon quand même. Pas de cette façon. Plusieurs questions. D'où vient cet argent?
Je crois comprendre que lorsqu'il a été arrêté, il a été interrogé et il y a eu une intervention qui serait l'intervention du chef de l'État congolais, ce qui lui a permis finalement de récupérer son argent et de Non, il n'a pas partir récupéré, avec. monsieur Gaïno. Il n'a pas Non, non, récupéré. non, non, non. Il n'a Non, pas non, non, pas récupéré du son tout. argent. Pas du tout. L'argent a été récupéré par l'État gabonais et versé au trésor gabonais. Gabonais. Ok, La procureure a bien dit. Oui. là, c'est une information que vous m'apportez que je n'avais pas, mais la première information qui a circulé, c'est que l'argent lui avait été mis. Bon, vous dites que ça a été récupéré, mais il y a eu quand même l'intervention du chef de l'État congolais qui finalement a dû peut-être aussi atténuer les choses. Pourquoi? Parce que selon la loi, moi j'ai vérifié ça, la CENAC autorise la circulation libre de l'argent avec des gens, ce qui est curieux quand même. À hauteur d'un milliard. Mais il y a un montant, non? À hauteur d'un milliard. À la hauteur d'1 milliard. Bon, lui, ouais, il a 1 milliard 190 millions, donc il y a un peu plus. Bon, déjà, 1 milliard, c'est beaucoup d'argent dans une zone économique, c'est beaucoup d'argent dans d'autres pays. Vous savez, même dans les avions, je crois, ce qu'on autorise, je crois, c'est une somme de 20 000 euros, pas plus. Non, 10 000. 10 000 euros. 10 000 euros, pas plus. Alors, comment on peut autoriser, laisser les gens se promener avec autant d'argent alors que on peut se poser la question, cela favorise la mafia, cela favorise la contrefaçon aussi d'argent, cela favorise le blanchiment d'argent. Donc, on ne peut pas laisser l'argent circuler comme ça en main libre. Et puis les banques, il faut le dire, moi j'ai suivi l'éditorial de Maman sur RFI ce matin qui se moquait justement de cette façon de faire, parce qu'on a quand même des banques. Et finalement, quel rôle jouent les banques lorsque l'argent circule comme ça de main en main ou trésorisé dans les maisons? C'est quand même assez choquant de voir des choses comme ça là en Afrique. Librement, laisser les gens se promener avec l'argent. C'est regrettable, c'est inquiétant, mais encore de plus, cet argent a été surpris dans les mains d'une personnalité, pas n'importe laquelle, qui a été président de l'Assemblée nationale d'un pays et qui se promène avec autant de valises d'argent. Oui, M. Gaïno, la question qu'on pose, il y a aujourd'hui au Congo beaucoup de gens qui se plaignent du fait que sur les comptes bancaires, ils n'ont plus accès à leurs comptes. Il y a une espèce de restriction sur le retrait d'argent qui ne porte pas son nom. Est-ce que c'est un contrôle ou est-ce que c'est une restriction parce qu'il y a une crise financière, il y a une crise de liquidité? En tout cas, les Congolais n'ont pas accès à leurs sous comme avant. Alors, est-ce que ce n'est pas ça qui justifie qu'on remette en main propre plutôt que de faire un transfert? Parce que sûrement, il y a un problème de bancaire. Alors, je vais répondre facilement à cette question parce que, vous savez, regardez pas ce qui s'est passé en Tunisie. Il y a eu des gens qui sont allés manifester devant les banques, qui ont même attaqué les banques parce qu'ils n'arrivaient pas à retirer leur argent. Liban, c'est au Liban. Mais c'est au Liban, je crois, au Liban. Merci. Mais vous savez, au Congo, justement, c'est le même système parce que l'argent est dans les malles des gens. Maman le disait ce matin, que certaines autorités gardent l'argent dans leur maison, dans les valises, sous les lits, partout. Vous allez chez eux, vous trouvez l'argent. Ce qui est un drame pour les banques, ce qui est un drame pour l'économie nationale, parce que l'argent doit être dans les banques. Donc, ce qui se passe au Congo, justement, c'est que l'argent se trouve dans les mains des gens. Combien de fois on a surpris des Congolais ou les femmes des Congolais avec de l'argent, énormément, beaucoup d'argent, en direction d'Europe. Combien de fois? Même des ministres, même les maisons des ministres qui ont été perquisitionnées, on a trouvé de l'argent liquide. Alors, donc, quand il n'y a pas ce contrôle, cette sévérité, les sanctions qui suivent, effectivement, on appauvrit le pays de plus en plus. Moi-même, je l'ai vu quand j'étais au Congo, j'ai vu un Libanais qui est venu avec toute une mallette en train de faire des mandats au Liban. Mais vous savez, dans certains pays, je crois que je ne sais pas, c'est le Ghana, ou un autre pays, c'est interdit. Vous ne pouvez pas sortir autant d'argent parce que vous. Même en France, M. Gaïno, est-ce que vous pouviez conclure pour que Mme Yaka puisse intervenir, M. Gaïno? Même en France. Les montants sont limités. Oui. Même voilà. Au Congo, c'est 1 million normalement. Mais quand vous avez
Il y a des gens qui abusent, quoi. Normalement, c'est 1 million. Tu peux pas dépasser. Malheureusement, il n'y a pas des gens, malheureusement, ce sont les autorités qui abusent, qui fixent les règles, qui ne les respectent pas, et l'argent se trouve aux mains des autorités. Donc, c'est là où, M. Ndiaye, il faut prendre conscience que lorsqu'on laisse tout ça faire, on appauvrit de plus en plus le pays, on ne permet pas aux banques de fonctionner et on ne crée pas la richesse parce que les gens ne peuvent pas faire des emprunts. Comment tu peux aller chercher l'argent là-bas? On va passer par là, monsieur. Madame Miaka, je sais que vous voulez vraiment nous dire beaucoup. Je vais revenir vers vous. Excusez-moi de vous interrompre parce que vous avez dépassé largement les 3 minutes. Madame Miaka, si vous pouviez intervenir, excusez-moi. Madame Miaka, je voulais vous poser la question sous deux formes. Vous êtes une femme responsable. Je ne sais pas si vous êtes mariée, mais votre mari vient chez vous avec 1,8 milliard, 1,190 millions. Vous lui dites quoi? Ramène ça d'où tu as pris ça ou vous lui dites on va le cacher, on va s'en servir? Merci, monsieur Caius. Bon, c'est-à-dire que déjà, mon mari il ne pourra jamais se permettre d'envoyer autant d'argent à la maison, déjà rien que par la mentalité que nous avons, par l'éducation. Mais c'est vrai que autant d'argent. En Afrique aujourd'hui, le continent africain, depuis des milliers de siècles, est un continent qui est en voie de développement avec une grosse précarité. On parle des problèmes de coup d'État, il y a des problèmes de blanchiment d'argent, avec toutes ces problématiques qui qualifient l'Afrique. Comment se fait-il qu'un individu, aussi autorité qu'il soit, puisse être arrêté avec autant d'argent qui aurait pu être contenu dans une banque? Mais je me dis, à partir de là, il faut faire la lumière sur cette situation. On vous parle des 1 milliard. Déjà, le moyen par lequel il transporte cet argent, déjà, elle est illégale. C'est pas officiel. La preuve, il a été arrêté. Autant d'argent en mouvement, en circulation, par un individu, je trouve ça aberrant pour l'Afrique. Je trouve ça aberrant pour l'Afrique. Et je trouve que il y a du mépris pour le peuple africain. C'est pour toutes ces autorités, ces dirigeants. Il faut faire la lumière. C'est complètement aberrant. C'est absurde. Les banques sont là pour ça. Et ce n'est pas un pauvre pêcheur, une femme de ménage. C'est pas à elle que cet argent va revenir et ni c'est pas à elle que cet argent va appartenir. Il faut faire la lumière pour savoir qui est-ce qui a donné cet argent, où il va servir à quoi? Parce que là, on est en Afrique. Il y a des coups d'État à répétition, il y a des problèmes de blanchiment d'argent et des gros problèmes de grande précarité. Il n'y a pas longtemps au Congo, rien que pour une dette, pour des documents de passeport, des gens ont vu leur vie se cristalliser. Tout s'est arrêté parce que l'État n'a pas pu régler sa dette pour payer le matériel qu'il faut pour fabriquer les passeports. Pendant ce temps, plus d'un milliard de fils roulent dans des camions. Non, mais c'est complètement absurde. Je ne sais même pas quoi dire. Faisons confiance à la justice, mais vraiment, l'Afrique, voilà, c'est tout ça c'est contre tout ça qu'il faut lutter. C'est contre tout ça. La corruption. Madame Sabine. Je vais un peu compléter ce que venez de dire, Madame Sabine, sur ce point de il faut faire la lumière. Est-ce qu'elle a terminé? Est-ce que Madame Makia, vous avez terminé? Excusez-moi. Oui, j'ai terminé. Oui, merci. D'accord, M. Gaïno. Allez-y. Moi, c'est tout simplement dire que oui, mais la lumière doit être faite de part et d'autre. C'est-à-dire que dans d'autres pays, le Parlement congolais ou l'opposition congolaise ou la classe politique congolaise devrait aussi mener son enquête pour savoir où a-t-il pris cet argent, d'où ça sort et ça allait pour faire quoi. Non, la question aussi, M. Gaïno, je vais ajouter la question qu'a posée certains Congolais. Où étaient les douaniers congolais? Ben voilà, donc il y a tout ça. Tout ça qui est à voir. Les douaniers congolais, bon, on dit qu'il est en pick-up, donc c'est une autorité. Bon, il sort de Yo là-bas, où il était en fête. Bon, il prend la route de Gabon. Je ne veux pas accuser les douaniers congolais, puisqu'il n'y a pas une frontière entre le Gabon et le Congo. La libre circulation des personnes. La libre circulation. Donc, moi, je n'accuse pas les douaniers congolais. Je dis tout simplement, j'accuse la classe politique qui devrait se saisir de ça, même le procureur de la République. Comment voulez-vous, comme venez de dire Madame Sabine, dans un pays où nous manquons même les passeports, les petits trucs comme ça, on trouve de l'argent qui circule. Mais quel argent? C'est pas 190 millions, c'est 1 milliard. Vous imaginez?
Donc, Monsieur Gaïno, Monsieur Gaïno, je pense qu'on on peut encore pousser l'analyse plus loin. Hein. C'est-à-dire que ça peut quand même, on peut plus ou moins remettre en cause aussi les statuts au niveau de la CEMAC. C'est pas normal qu'au niveau de la CEMAC, on autorise une de 1 milliard d'argent peut circuler comme ça en main. C'est légal. Non, J'ai un problème quand même. C'est pas légal, c'est pas normal. Monsieur Diop, je pense que cette émission, les autorités de la CEMAC devraient quand même se saisir de ce fait-là pour interdire justement cette transaction financière qui se fait de main en main. Non, ce n'est pas possible. Donc, il y a une prise de conscience de la CEMAC. On doit, franchement, je crois que les interpeller là-dessus. Deuxièmement, la prise de conscience des autorités congolaises, notamment la justice congolaise, le Parlement congolais qui devrait se mener son enquête. Et de l'autre côté, vous avez aussi les autorités gabonaises qui devraient mener une enquête et éclaircir cette situation-là. C'est inadmissible. En plus, d'une personnalité qui a C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. S'il a un très bon avocat, M. Gaïno, s'il a un très bon avocat, tel qu'on suit le raisonnement de Madame la procureure de la République, s'il a un très bon avocat, rien que sur le plan légal, il peut se défendre. Parce qu'il dit que c'est autorisé. Sur l'ensemble de l'Afrique centrale, c'est autorisé de faire sortir et de se promener avec 1 milliard. Donc, le fait qu'il ait dépassé, peut-être, il sera peut-être condamné parce qu'il a dépassé de 190 millions. Même quand tu dépasses d'1 euro, quand tu dépasses d'un franc, comment dire, tu as bien franchi le palier. Oui, c'est vrai. Mais le fait d'autoriser 1 milliard qui peut circuler comme ça, de main en main, c'est déjà, c'est pas normal, ça. C'est ce qu'on vient de dire, mais c'est que les autorités de la CEMAC devraient quand même se saisir de ça pour dire ce n'est pas normal. Les autres, quand on met une loi en place, on modifie la loi parce qu'il y a des abus. Mais là, ils ont... Voilà, tout à fait. Mais en réalité, c'est pour encourager la corruption. Je me permets d'intervenir, c'est pour encourager la corruption, tout ça. S'il y a une capacité de se promener avec 1 milliard, donc si c'est permis par les lois, c'est quand même incroyable. Et puis, il y a quand même une question de moralité derrière tout ça. Monsieur Koné, la corruption est un coup d'État. Parce que vous n'allez pas me dire qu'1 milliard 190 millions, c'est beaucoup d'argent pour faire quoi? C'est un cadeau. Les supputations sur les réseaux sociaux disent que dans 10 mois, apparemment, il y aurait des élections présidentielles au Gabon et peut-être ça pourrait servir à financer un des candidats ou lui-même, si jamais il se porte candidat. C'est des supputations. Hein. Peut-être, hein. Oui, même s'il y a des élections, on ne peut pas autoriser ça. Ce n'est pas normal. Et je pense que les responsables congolais ne vont pas croiser les bras quand même, parce que là, on ne les entend pas. Moi, je suis vérifié le matin, on ne les entend pas. Même pas quelqu'un qui a levé son petit doigt pour dire on doit mener une enquête. Ce n'est pas possible. Ouais. Alors, dernière question avant notre thème de la soirée. Hein. C'est le Sénégal. Macky Sall va donner des leçons de démocratie et demande un nouveau partenariat avec l'Europe, sujet qu'il répète souvent. Mais on ne le voit pas, lui, appliquer cette démocratie qu'il réclame aux Occidentaux au Sénégal, notamment pour faire élire son candidat au perchoir de l'Assemblée nationale. Macky Sall a fait rentrer l'armée, les policiers, les gendarmes dans la salle, même si on sait qu'avec un député de plus, ils avaient la majorité. Est-ce que les leaders africains sont conscients que leur attitude participe à dénigrer l'Afrique? Est-ce que vous pensez que nos présidents africains mesurent que ce leadership qui consiste à s'asseoir parfois sur le droit constitutionnel est un déshonneur pour les pays africains? Monsieur Gaïno, vous qui êtes politologue. Oui, merci. J'allais vous demander la parole parce que vous savez, ce qui est choquant lorsqu'on regarde un peu le comportement des autorités africaines, c'est toujours de vouloir dire le contraire de ce qu'ils font ou de ce qu'elles font en tant qu'autorité. C'est ça ce qui est gênant parce que la démocratie, moi je suivais un monsieur qui disait que est-ce que nous sommes obligés de copier la démocratie européenne? Est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir sur le mode de gouvernance propre aux Africains? Ça existe. Nos pays avaient été dirigés à l'époque avant que les républiques ne s'installent par des royaumes ou par des choses comme ça. Ça marchait quand même. Mais vous voyez ce qui se passe au Sénégal ou ce qui se passe un peu dans la plupart de ces pays africains, c'est de ne pas comprendre que lorsqu'on établit des règles, il faut
que ces règles s'appliquent d'abord à toi-même et puis ensuite aux autres. Il ne faut pas établir les règles où vous dites que ça ne s'applique aux autres. Vous voulez la démocratie, mais il faut respecter ces règles-là. Et ce qui se passe, le Sénégal aujourd'hui a été toujours montré comme un exemple de pays démocratique, mais ces derniers temps, on est en train de subir des soubresauts du comportement des responsables politiques qui sont incapables de respecter les règles qui sont là pour aller vers une vraie démocratie et la reconforter comme telle. Moi, je pense que c'est gênant ce qu'a fait le Sénégal. C'est dommage pour un pays comme le Sénégal qu'on puisse vivre ça. Et quand on voit M. Macky Sall qui, entre-temps, est parti en Russie, demander qu'on nous vende le blé ou des choses comme ça partout, il parle de la démocratie et que lui-même, il n'est pas un modèle c'est gênant, c'est gênant. Et il y a quand même pas mal de choses à faire. Je pense qu'aujourd'hui, les Africains doivent prendre conscience que ne demandons pas aux autres ce que nous-mêmes nous ne sommes pas capables de faire. Il faut d'abord le faire soi-même, être toi-même capable à la hauteur d'accepter les changements. Parce qu'il n'y a que les changements qui amènent aussi l'évolution. Madame Yaka, la démocratie africaine, c'est une démocratie à géométrie variable, c'est-à-dire que le président, quand il est dans l'opposition, il promet des réformes, il promet de respecter la Constitution, et une fois au pouvoir, il ne respecte plus rien. C'est une espèce de répétition dans les pays africains. Macky Sall était un exemple de démocrate, et à la veille de la fin de ses mandats, il devient pratiquement, on va dire, quelqu'un qui commence maintenant à briser morceau par morceau la démocratie sénégalaise. C'est-à-dire que en Afrique, c'est un peu faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Ce qui me choque dans cette situation, qui est commune à toute l'Afrique d'ailleurs, c'est avec quelle fierté ces hommes politiciens viennent au pouvoir, avec quel amour de leur patrie, quelle page de l'histoire de leur pays qu'ils veulent écrire, quelle histoire qu'ils veulent laisser. Mais tous les politiciens africains disent et se dédisent comment pouvons-nous nous faire respecter aux yeux du monde si, quand on établit les règles de gouvernance, on les viole ou on ne les respecte pas. Les hommes politiciens en Afrique aujourd'hui, c'est eux au contraire c'est par leur faute aujourd'hui si l'Afrique est à ce plan-là, à ce rang dans le monde. S'ils ne se font pas respecter, c'est par leur faute. Tous les hommes politiciens se valent. Même celui-même qu'on applaudit, qu'on prend pour un modèle, il finit par s'incarner en vrai homme politicien africain. C'est-à-dire celui qui viole les règles. Macky Sall, ce qu'il vient de faire, il s'est annulé vraiment la bravoure, toute l'admiration, l'estime qu'on avait de lui. En tout cas, le modèle qu'il a voulu être, le modèle à part qu'il a voulu être en tant que président africain. Ils écrivent une histoire, enfin, ils écrivent des règles que eux-mêmes ils violent. Ils ne respectent pas. Comment on peut être à la tête quand on ne respecte pas ce qu'on a dit? Ils sont pas fiers. Ils sont pas fiers ils sont pas fiers d'être président de leur pays. Est-ce que le président congolais, il est fier d'être congolais, de défendre le Congo, de voir le peuple congolais, d'être un modèle? Est-ce que le président ivoirien, ainsi de suite, le président, mais c'est vraiment le type des présidents africains. Il faudrait vraiment que ces présidents-là prennent conscience. Ils sont présidents, certes, mais ils doivent aussi représenter un modèle. Ils doivent apprendre à la population à respecter les règles, à respecter les lois. J'en ai fini. Merci. M. Ndiang, vous qui représentez le PCT et qui êtes en même temps, comme tout le monde, citoyen, vous étiez dans l'opposition, si vous êtes passé au pouvoir, est-ce que vous pensez que les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent ou tout simplement les peuples sont déçus par rapport aux dirigeants qu'ils ont aujourd'hui et que l'Afrique n'avance pas parce qu'il y a aussi un manque de volonté politique de pouvoir changer la manière de gérer les États? Mais je ne vais pas porter un jugement de valeur sur la manière par laquelle ils arrivent au pouvoir parce que c'est de façon démocratique, c'est le peuple qui s'est présenté aux urnes et finalement ils ont été élus. Là n'est pas le souci. Le souci c'est une fois que tu as conquis le pouvoir, qu'est-ce que tu en fais? Donc là, à ce moment-là, moi, j'ai envie de dire que tout le raisonnement que nous sommes en train de faire, l'analyse que nous sommes en train de faire est une analyse qui est calquée sur le modèle de démocratie occidentale. Est-ce qu'il ne serait pas venu le moment où nous devrions réfléchir, nous tous les Africains bien sûr, qui aimons l'Afrique, qui sommes panafricanistes, pour mettre en place un modèle de démocratie endogène, africaine. C'est-à-dire que... Une monarchie démocratique, vous voulez dire par exemple?
Oh ben, je ne sais pas, mais M. Gaïno venait de dire quelque chose de très intéressant. Avant l'arrivée du blanc en Afrique, nous étions organisés en royaume, comme tous les pays du monde d'ailleurs. La France, c'est en 1789 qu'il a fait sa révolution, il s'est passé royaume. De royaume, ils sont passés à république. Nous tous, en Afrique, avant que le blanc n'arrive, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Congo, on était organisés sous forme de royaume. Est-ce que on vivait pas? Mais maintenant, aujourd'hui, bien sûr, le blanc est arrivé, la colonisation est arrivée avec les 3 mots que vous connaissez, la traite négrière, le commerce triangulaire, la colonisation, bref, nous avons obtenu nos indépendances et non, on est tous tombés sur le système de la République. Et nous vouons un amour infini sur le système de la démocratie pluraliste. Et voilà. Quand on est dans l'opposition, effectivement, on dit ce qu'on veut dire, et une fois qu'on passe au pouvoir, on se dédie, comme l'a dit Madame Sabine tout à l'heure. C'est regrettable, parce qu'effectivement, dans l'ensemble de l'Afrique, on va dire subsaharienne, c'est quand même, en dehors de l'Afrique du Sud, c'est quand même le Sénégal qui est la figure de proue, le modèle en termes de démocratie et d'alternance. Bon, maintenant que Macky Sall vient faire ce qu'il fait là, c'est vraiment regrettable, c'est une manière de pouvoir ternir l'image de l'Afrique en matière de démocratie. Je connais. Est-ce que le Mali sera l'exemple que les Africains l'exemple qui va inspirer vraiment l'Afrique, qui va impulser vraiment? On prête déjà désormais de plus en plus à votre candidat qui ne s'est pas encore prononcé, mais de plus en plus, on prête à M. Goïta d'être candidat à la présidentielle. Il est candidat et il y a une porte-parole malienne qui défend beaucoup M. Goïta, qui n'a pas hésité à laisser sous-entendre qu'il serait candidat aux prochaines élections présidentielles. Oui, merci M. Caïs. Avant de rebondir sur ça, je voudrais d'abord intervenir sur l'intervention de mes companélistes. Je pense que la démocratie, c'est un jeu. Parce qu'en réalité, la démocratie, elle n'est plus respectée. C'est pas que seulement en Afrique, mais pratiquement dans tous les pays du monde. Même ceux qui ont pratiquement donné naissance à la démocratie, quand on regarde ces pays occidentaux aujourd'hui, il y a un principe qui n'est plus respecté dans la démocratie. Parce que la démocratie, c'est une certaine transparence, une certaine vérité, une certaine sincérité vis-à-vis de la nation. C'est les citoyens qui ont constitué la nation et que dans ce jeu de partage de tâches, comme l'a rappelé M. Ndio, nous avons ces valeurs, nous avons des valeurs ancestrales à nous. Parce que cette démocratie, on nous a imposé en Afrique. C'est comme la colonisation. C'est qu'on nous a imposé et qu'on a essayé de l'adapter à nos réalités. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Ce qui se passe au Sénégal, c'est vraiment dommage. Mais moi, ça ne me surprend pas du tout. Au Sénégal, il n'y a jamais eu de coup d'État. Mais à chaque fois qu'un candidat et un ancien président doit partir, il essaie toujours d'attenter à la Constitution pour essayer de se maintenir au pouvoir. Ça, c'est une logique sénégalaise. Jamais de coup d'État, mais cette logique de principe qui est toujours là. Donc, je pense que la démocratie en tant que telle, cette façon qu'on nous a vendue il y a plus de 60 ans, ça ne marche plus en réalité aujourd'hui. Ça ne peut plus marcher. Il faut faire rappel à nos valeurs ancestrales à nous. Il y a certains trucs, la démocratie. C'est-à-dire, nous avons ces valeurs qui constituent en nous comment organiser la société, comment étaient nos sociétés, comment vivaient nos parents, nos arrières, nos aïeux avant. Donc, ces valeurs-là, cette valeur de justice, de vérité, de sincérité, c'est ça qui doit incarner l'homme politique en réalité. Comme l'a dit M. Gaïno, M. Ndio, le combat, une fois qu'ils accèdent au pouvoir, c'est un autre combat qui est là. Comment se maintenir au pouvoir? Comment se maintenir au pouvoir et comment avoir la direction de toutes les grandes entreprises de l'État? Parce que je prends, quand on prend M. Macky Sall par rapport à ce qui se passe, c'est dommage un peu. Vous voyez, les gendarmes qui intronisent un président de la République, un président de l'Assemblée nationale. Mais c'est pas qu'au Sénégal, c'est un peu partout. La chute du régime d'Ibeka, qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est d'abord des élections mal contestées, tout ça. Donc je pense que c'est un mal dans nos sociétés africaines. Donc la meilleure des solutions, c'est d'essayer de revoir nos anciennes valeurs ancestrales qui sont à nous, ces valeurs de respect, de partage, comme l'a dit M. Ndio. Donc, c'est toujours important de faire appel à ça et de nous faire confiance. La confiance, elle ne doit pas venir des autres, elle doit venir d'abord de nous. Et que la démocratie, il faut voir nos constitutions. Là, tout s'inspire de la Ve République. Le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina, tous ces pays, ça s'inspire de la Ve République. Ça ne correspond même pas à nos réalités. Donc, c'est important de réviser tout ça. C'est important de se dire que l'Afrique, aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique qu'il faudra rassembler. Pour pouvoir rassembler, on ne peut pas rassembler dans les mensonges. On ne peut pas rassembler dans l'hypocrisie. Donc, la meilleure des solutions, c'est d'essayer de
de calquer nos propres valeurs, d'essayer de revoir le système d'élection. Tout ça, c'est important aujourd'hui. Le Mali est un laboratoire aujourd'hui qui est en train d'essayer des choses, Donc, j'espère que ça va marcher parce que ils sont dans une dynamique de sincérité, parce on en a marre de tout ça. Parce que ça Il fait sera candidat? Le président sera candidat? Mais j'ai pas d'éléments pour dire que M. Goïta serait candidat. Je ne souhaite pas qu'il sera candidat en réalité. Je souhaite qu'il accompagne cette transition, qu'il les mène au bout et qu'il organise des élections. Après, celui qui sera là, il peut pas venir pour dire qu'il va changer les choses après. Non. Il y a eu des assises nationales de la refondation. Donc, nous nous sommes engagés sur une dynamique qui est là. Moi, je ne souhaite pas que M. Goïta soit candidat. Il peut être candidat peut-être dans 5 ans, s'il le souhaite, une fois qu'on organise les élections. Mais pour les jeux démocratiques, c'est un principe qu'on doit nous imposer. Il peut pas se défaire de ce système-là. Il n'est pas un messie. C'est vrai qu'il tient le balai aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il fait aujourd'hui. Mais je ne le souhaite pas, personnellement, je ne le souhaiterais pas de pouvoir prétendre à la magistrature suprême. Il peut le faire, mais qu'il organise les jeux démocratiques, qu'il laisse celui qui va venir, peut-être 5 ans, il va le gérer. Après, il y aura cette possibilité. C'est des principes qu'on doit nous imposer. C'est pas un principe occidental. C'est évident. Une démocratie, c'est la constitution qui est là. Mais si on révise la constitution et que les Maliens approuvent qu'il soit candidat, peut-être c'est une autre chose. Mais pour l'instant, moi, je ne souhaite pas qu'il soit candidat. Je l'admire dans ce combat panafricaniste parce que le combat qu'il mène, ça dépasse le Mali. Donc, je n'aimerais pas qu'il éternise son image, tous ces sacrifices qu'il a tant donné, qu'il continue à donner. Donc, il a déjà ce pouvoir-là aujourd'hui. Je pense que la meilleure des choses, c'est d'organiser les élections et de donner le pouvoir à quelqu'un de confiant, pas n'importe qui, pas un élément désigné par l'Occident, non, c'est les citoyens maliens qui vont juger leurs candidats, ils vont faire leur choix. Et je pense que cette dynamique de changement d'aspect, elle s'installe au Mali aujourd'hui, que ce soit Goïta ou pas. Tout ce qui va être là, ça va toujours être des Goïta. Parce que l'esprit, l'idée qu'il a fondée, l'idée qu'il a sémée, je pense que tous ceux qui seront candidats, pas tous peut-être, mais ceux qui vont être à la magistrature suprême du Mali, c'est évident qu'on va continuer dans cette logique. Personne ne va nous sortir dans cette logique aujourd'hui. Parce que c'est une logique de vérité. C'est une logique de sincérité. Et puis, c'est une logique de développement. Nous avons besoin de nous développer. Nous avons les moyens nécessaires. C'est juste qu'on nous empêche de le faire. Donc, Goïta, il a décidé d'arrêter ça. Donc, nous, on va pas élire quelqu'un qui va dire qu'il va nous remettre encore en arrière. Non, ça, c'est déjà fini, ça. Ça, c'est évident. Les Maliens sont conscients de ça. Donc, je pense qu'il y a cette dynamique-là aujourd'hui au Mali. Il y a un rassemblement. C'est cette logique. Tout le monde est convaincu que les recommandations des assises nationales de la refondation, c'est le bible c'est plus que la constitution malienne. Personne ne pourra le dégager, personne ne pourra venir parce que tu es président, tu le fais. Je te jure, au bout de 2 mois, les gens vont te mettre dehors. Donc, le Mali ne souhaite plus mettre un président pour qu'il puisse y avoir un coup d'État ou des tentatives de déstabilisation. Non, nous sommes dans une logique de mettre quelqu'un qui va continuer les mêmes actions jusqu'à l'épanouissement total du Mali. Que le Mali se retrouve debout, qu'il puisse courir dans le Conseil des Nations Unies. Je pense que c'est important pour tous les pays. On va écouter Mme Miaka qui voulait intervenir. Excusez-moi, Mme Miaka, vous vouliez intervenir comme M. Koné parlait. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voudrais dire à M. Koné, aussi bien à M. Dion et à M. Gaïno, c'est vrai que la démocratie telle que nous l'avons héritée, telle qu'elle est pratiquée actuellement, elle n'est pas complètement en phase avec notre mode de vie, nos coutumes, nos pratiques. C'est vrai, faudra penser à une démocratie qui soit en phase avec notre mode de vie, nos traditions. Faut pas la prendre telle qu'elle est. Mais c'est pas le problème qui va se situer, c'est que aujourd'hui on a un modèle. Le modèle aujourd'hui, on dit pour gouverner, voilà ce qu'il faut. Il faut la démocratie et il y a les principes de la démocratie qui ont été établis, qu'ils souhaitent retrouver dans la pratique de cette démocratie. Si l'Afrique aujourd'hui, qui ne s'est même pas affranchie encore de l'éducation sur tous les plans, on n'a pas d'indépendance, comment un pays africain serait-il capable de prendre la démocratie et l'adapter sans qu'il soit traité? Rappelons-nous, Kadhafi, il a été taxé de dictateur. Qui nous dit que la Libye ne pratiquait pas la démocratie adaptée à ses traditions? Mais on ne peut pas. L'Afrique aujourd'hui, je ne vais pas être pessimiste,
On n'est pas libre. On a un modèle qui nous a été imposé et on l'a accepté. Dans ce cas-là, le modèle qu'on a accepté, ça va avec des contraintes, l'honnêteté, le respect de certaines des lois que nous avons votées. Ça va avec ça. Donc aujourd'hui, ça serait créer une démocratie à notre identité. Et moi, je ne sais pas par quel miracle l'Afrique pourra le faire. On est lié, on est complètement... Madame Yaka, moi je suis pas d'accord avec vous parce que il n'est pas trop tard pour bien faire. Hein. C'est vrai, c'est la conférence de la Baule. C'est vrai que c'est la conférence de la Baule qui nous a, avec François Mitterrand, qui nous a imposé tout ça. Donc aujourd'hui, nous avons l'exemple du Mali. Monsieur Kaino, le Mali a commencé. Le Mali a besoin du soutien de toute l'Afrique. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Qu'à voir la Côte d'Ivoire, les tensions. Vous pensez que les tensions la tension qui règne aujourd'hui entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une tension entre les populations. C'est au niveau politique, ce que la Côte d'Ivoire a décidé d'être pour le Mali. Voilà. Il faut pas croire. Le Mali est dans une dynamique pour laquelle il faut soutenir. Et pour l'instant, elle ne reçoit même pas du soutien de l'Afrique. Comment pouvons-nous nous affranchir de tout ça? Comment? De quelle manière? Je ne dis pas qu'il est tard, non. Mais c'est qu'on n'a pas le moyen pour l'instant, parce qu'on n'est même pas affranchi. Et puis les cadres africains aujourd'hui, les cadres africains qui voudraient repenser l'Afrique, c'est quand même des cadres qui ont été formés à l'école occidentale. Donc le raisonnement est occidental. C'est assez quand même... Et est-ce que c'est pour arranger certains dirigeants qui aujourd'hui ne veulent pas partir pour pouvoir repenser une démocratie? Alors on va passer à un autre thème qui est le suivant, qui est l'autre thème. Oui, ce que je voulais dire, c'est tout simplement que même une démocratie qui est peu importe ou locale, au moins le respect de nos propres règles que nous-mêmes nous avons votées, que nous nous sommes imposées. Respectons au moins ces règles-là. Une fois si les règles étaient respectées, regardez même ce qui se passe en Occident, M. Koundé a pris cet exemple pour dire qu'il y a aussi comment dirais-je, des débuts au niveau de l'Occident, de la démocratie occidentale, mais c'est tout simplement, regarder ce qui s'est passé aux États-Unis. S'il n'y avait pas le respect des règles, M. Trump aurait pu s'imposer. Mais le fait que les règles sont établies, on les respecte, on le fait partir de force ou de gré, il doit partir. Vous voyez, on va perquisitionner chez lui parce que la loi l'autorise. Donc, il faut quand même que nous, les dirigeants africains, les intellectuels africains, apprennent le fisc à respecter les règles de ce qui s'impose à eux-mêmes. C'est d'abord ça le plus important, à mon avis. D'accord, je vous remercie. Alors, merci. Mais c'est quand même, je voudrais juste rajouter une petite minute. Je voudrais juste dire à l'ensemble de mes copanalistes et aux auditeurs de Bakambi que cette démocratie, l'Afrique est le garant de cette démocratie. Parce que quand on prend les valeurs de la démocratie, c'est des identités africaines. Quand on prend l'empire du Mandingue, le Mali, tout ça, c'est valeurs. Quand on prend la déclaration de 1789, essayez de les comparer à la charte du Kurukanfuka en 1236. Donc, je pense que nous sommes, l'Occident est conscient que nous sommes garants de cette démocratie. Parce que ces valeurs-là, nous avons ça en nous, en réalité. Donc, c'est important de le rappeler. L'Afrique est un pays de démocratie. L'Afrique est le garant de cette démocratie aujourd'hui. Parce que l'Occident, ils sont fatigués de cette démocratie. C'est ce qui, leurs spécialistes considèrent même que Poutine dit que leur démocratie est fatiguée. Mais en réalité, pourquoi elle est fatiguée? Parce qu'il y a eu que du mensonge. Le mensonge est au cœur de cette démocratie en réalité. Parce que cette démocratie, elle était là pour épanouir le peuple, mais en réalité, il y a eu des manipulations qui ont été derrière. Donc, il faut que l'Occident assume ce qui s'est passé aujourd'hui et nous sommes fiers de ça. L'Afrique, nous sommes les garants de la démocratie. C'est tout ce que je voudrais ajouter dans les propos de mes co-débatteurs. Nous sommes les garants de cette démocratie. Merci.